Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 9. Portrait d'Yvan Deur, un accompagnant laïque aux multiples casquettes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-plongée, axé cette fois-ci sur la laïcité à l'échelon fédéral. Aujourd'hui, c'est le portrait d'un laïc aux multiples casquettes que vous allez entendre sans plus tarder. Bonjour, je m'appelle Yvan Deur, je travaille au Centre d'action laïque flamand à De Mensnu, au secrétariat fédéral, et je suis responsable pour la représentation internationale et les relations internationales, mais également conseiller moral à l'aéroport de Zaventem et officier de réserve à l'armée belge pour donner un coup de main aux conseillers moraux à l'armée. Alors l'aéroport est un monde vraiment très spécial, c'est un monde qui vit 24 heures sur 24, je pense qu'on est arrivé à 21 millions de passagers l'année passée qui transitent ou qui passent par l'aéroport. Et donc, le service des conseillers moraux à l'aéroport est assez spécial dans le sens où c'est une zone liminale. Donc, c'est une zone où les gens sont en général, en tout cas les passagers, pendant quelques heures. Et donc, l'assistance morale qu'on propose se limite à ces quelques heures où les gens sont à l'aéroport. On sait tous les matins l'heure à laquelle on arrive, mais on ne sait jamais l'heure à laquelle on part, dans le sens où on ne sait pas du tout ce qu'on va rencontrer comme type de problématique tous les jours. Il y a en moyenne 7 stranded voyagers, on appelle ça. Ce sont des passagers qui arrivent dans la zone internationale et qui sont coincés là parce qu'ils ont raté leur transit ou parce qu'il y a un problème de visa ou de passeport, parce qu'ils viennent ici avec un visa étudiant, mais on se rend compte qu'ils ne connaissent aucune université ni aucune école supérieure, et donc les services de douane ont des questions par rapport à ça. Mais dans d'autres cas, c'est vraiment des crises humanitaires où ils sont coincés, ils n'ont pas d'argent, ils sont habillés très légèrement alors que c'est le milieu de l'hiver et ils doivent rester là pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours dans une situation de crise. Et donc là, on installe des lits en général devant l'endroit dans la zone internationale où il y a la mosquée, la synagogue, l'église protestante, l'église catholique, l'église orthodoxe et le bureau du conseiller moral, devant mon bureau en gros. Donc on s'occupe des gens au mieux qu'on peut, on essaie de faire le lien avec les ambassades ou les services consulaires, on essaie de donner ce en quoi ils ont besoin. Il y a quelques semaines, on avait une dame qui ne produisait plus de lait parce qu'elle était en stress, et donc j'ai été chercher une boîte de lait en poudre pour elle. La semaine passée, il y a une personne qui décède dans l'avion de façon assez abrupte. Le fils de la personne était aussi présent dans l'avion. Il y a eu réanimation par 3 médecins dans l'avion qui n'a pas fonctionné, donc tous les passagers étaient en choc. Donc voilà, là j'étais disponible d'urgence pour venir accueillir les passagers et voir s'il y avait des stress existentiels à gérer, et surtout s'occuper du fils qui était complètement dévasté. Il y a aussi énormément, 22 000 membres du personnel qui comprend Brucargo et les jobs adjacents. Et ce sont aussi des gens qui peuvent faire un appel à nos services si besoin. C'est déjà arrivé ? Alors oui, très régulièrement, des gens de la police, de la sécurité, de la douane qui ont vécu par exemple les attentats, des bagagistes, des membres du service de nettoyage, mais aussi des membres du staff qui ont des soucis à la maison, des soucis personnels, qui ont juste besoin de ventiler une situation qu'ils ont vécue au travail. Voilà, il y a aussi ce qu'on appelle en néerlandais le arbeidspastoraat, comme ils disent en Hollande, je dirais, mais donc c'est l'assistance morale dans un milieu professionnel lié à des questions personnelles ou liées à leur boulot. Nous sommes à disposition de tout le monde, des passagers, des employés et de quiconque passe à l'aéroport. Nous avons aussi une population de sans-abri qui vit ici, qui ont aussi besoin d'assistance morale, et donc voilà, on s'occupe vraiment de tout le monde ici à l'aéroport. En tant que non seulement travailleur à De Mensnu, donc de la laïcité, et en tant que conseiller moral laïque ici à Zaventem, pourquoi c'est important d'un point de vue personnel d'y être ? Pourquoi c'est important justement de prendre en charge ces personnes-là ? Il y a 2 éléments. Historiquement, l'État belge, quand la reconnaissance des différents cultes et de la laïcité ont été installés, une logique d'État était que quand des personnes n'ont pas accès aux soins spirituels ou existentiels, spirituels pour les religieux, existentiels pour nous, eh bien l'État prévoit des dispositions pour y donner l'accès. Sont sortis de cette philosophie d'État l'assistance morale dans les prisons, l'assistance morale dans les ports, l'assistance morale à la défense et à l'armée, mais également l'assistance morale dans les hôpitaux et l'assistance morale à l'aéroport. Et donc voilà, c'est la logique et la raison et l'historique. Maintenant, sur un plan personnel, je suis passionné par tout ce qui est international. Parlement européen,
européen, Nations Unies, mais aussi tous les collègues laïcs, humanistes, libres-penseurs, athées, rationalistes, etc. à travers le monde. J'ai une passion profonde pour notre mouvement, notre communauté, notre philosophie. Et donc, je trouve que l'aéroport est un prolongement de cela, dans le sens où on rencontre toute la Terre à l'aéroport. Il y a vraiment des gens de partout, de toutes les cultures, et on tente de coexister. Et donc, pour moi, c'est tout à fait dans le prolongement de la logique de l'international et de l'humanisme et de la laïcité internationale. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe à l'armée ? C'est quoi ton rôle à l'armée ? Alors, à l'armée, je suis un officier de réserve, c'est-à-dire que je donne un coup de main au service d'assistance religieuse et morale. Je ne serai jamais un conseiller moral à l'armée. Pourquoi ? Un conseiller moral à l'armée doit vivre avec le bataillon, avec les hommes et les femmes de son unité, pour développer une relation de confiance et pouvoir faire leur travail correctement. Or que moi, comme réserviste, techniquement, j'ai signé pour minimum 7 jours par an, j'en fais beaucoup plus, mais ma mission n'est pas liée au job de conseiller moral. Ma mission est plus liée à donner un coup de main pour toutes les choses et les missions pour lesquelles ils n'ont pas le temps de faire. Donc des briefings, des policies, écrire des policies, assister à des conférences. Une prochaine mission sera d'organiser le congrès international des military chaplains, donc les aumôniers / conseillers moraux militaires qui aura lieu à Bruxelles l'année prochaine. Et donc pour assister notre général chef de service Hans de Köster dans ses missions. Et donc concrètement ça consiste en quoi ? Alors à l'armée, oui, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de briefings, de comptes rendus, de textes à écrire, de visions à développer. Il n'y a pas énormément d'aumôneries militaires où il y a des laïcs. Rien qu'au sein de l'OTAN, c'est toute une procédure de, faire connaître les aumôneries laïques, les aumôneries, les conseillers moraux laïcs, mais on utilise le terme chaplain de façon internationale, et donc de vendre un peu le concept. Beaucoup d'armées de l'OTAN sont intéressées par le concept, mais ne l'ont pas encore introduit, et donc voilà, ça c'est Ça fait partie de ton job justement ? Ça fait partie du job de mon général, et moi j'assiste mon général dans son job. Mais pour la suite justement, dans quel but est-ce que tu vas continuer de t'investir et à l'armée et à l'aéroport et en continuant ton boulot à l'international, et en quoi ça te construit toi en tant que personne et travailleur du CAM ? De Metz-Nu. Je pense qu'il y a beaucoup de pistes pour l'avenir, et il y a beaucoup de challenges à relever pour la communauté laïque dans le monde. Personnellement, et je sais qu'il y a énormément de discussions au sein de la grande famille laïque, si je puis dire, à ce sujet, j'estime que nous sommes la population qui grandit le plus rapidement. C'est pas moi qui l'a dit, c'est PEW, le Bureau d'études internationales sur la religion et la laïcité, qui a analysé que les nones, les non-believers, les athées, les humanistes, les libres-penseurs sont la communauté qui grandit le plus rapidement. Et donc je pense qu'on est pour l'instant les plus grandissants, mais les moins bien représentés. Quand j'analyse l'arme de guerre qu'est le Vatican au niveau du lobbying international, mais aussi les autres communautés religieuses, que nous avons beaucoup de travail à accomplir pour s'améliorer, pour accéder à un niveau comparable. Maintenant, je pense qu'on est aussi la communauté qui, à l'avenir, a aussi le plus gros potentiel de représentation et d'avancement. Nos valeurs sont universelles et peuvent permettre aux autres communautés philosophiques de coexister de façon harmonieuse. Si je continue à maintenir la confiance de mes employeurs par rapport à mon travail, j'aimerais dédier ma vie à cela. Moi, mon rêve, c'est de devenir secrétaire général des Nations Unies. Maintenant, le job n'est pas libre pour l'instant, et donc je reste persuadé que la meilleure idée qu'on ait eue depuis des siècles, c'est de mettre un chef d'État de tous les pays du monde dans une pièce et d'essayer de trouver des compromis et de construire des choses ensemble. Je vois des grandes choses à l'avenir pour les conseillers moraux à l'armée et pour le service, donc c'est ce développement dans les armées de l'OTAN, mais aussi en dehors. Je vois des grandes choses aussi pour l'aéroport, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la plupart des aéroports du monde, les aumôniers et les conseillers moraux, je suis le seul conseiller moral dans le monde pour l'instant, dans un aéroport, je veux dire. J'ai espoir que d'autres aéroports développent leur service aussi avec des laïcs. J'aime aider les gens. Mon premier métier, ma première passion quand j'avais 18 ans, c'était éducateur spécialisé. Dans tout ce que je fais, que ce soit au niveau diplomatie, militaire ou autre, je trouve que donner un coup de main, aider quelqu'un qui est dans le besoin, c'est la mission minimum basique de chaque être humain qui est en bonne santé et qui est sain d'esprit. Et donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à aider les gens ici. Et donc j'espère développer ça aussi. On va se recentrer un petit peu plus dans notre petite Belgique. En tant que travailleur de Metz-Nu néerlandophone, mais également francophone, on l'entend. Pourquoi c'est important justement de faire des liens entre nos deux structures, et pour toucher du doigt un peu les élections qui arrivent là prochainement, pourquoi c'est important que nos deux structures soient un exemple de rapprochement ?
Alors, je pense que l'essence, le fondement de la compréhension de la nécessité du rapprochement se trouve dans la compréhension de pourquoi il y a des différences. La culture flamande et la culture francophone ne sont pas les mêmes cultures. On vit dans le même pays, mais parfois quand j'explique ça de façon assez vulgaire et primaire, je dirais que la culture flamande se rapproche plus de la philosophie germanique, ordre, discipline, structure, précision, or que la philosophie francophone se trouve plus de la philosophie latine, qui est plus la liberté et être prudent par rapport à trop de structure et trop de discipline et trop de règles. Et je pense que les deux philosophies sont complémentaires, que la structure sans liberté c'est très contraignant et étouffant, mais la liberté sans jamais avoir un peu de discipline et un peu d'ordre, c'est le chaos, ça avance pas. Je suis persuadé que ces deux cultures sont complémentaires, qu'elles peuvent se renforcer, mais je comprends que le francophone de base ou le flamand de base ait des préjugés par rapport à l'autre côté du pays. Alors quand on analyse, quand on exploite ces différences culturelles vers la laïcité, on se rend compte qu'on a développé nos outils de façon très différente, que le mot laïcité n'existe pas en flamand, que nous avons décidé Vrazin humanisme qui est libre pensée humaniste, si je puis dire. Alors on sait qu'en Wallonie, le CDH a galvaudé le terme humaniste et que donc c'est un terme sensible à utiliser. Mais donc voilà, je comprends tout à fait les différences identitaires entre la laïcité ducale qui est plus activiste au niveau politique, qui est plus engagée sur le sécularisme, c'est vraiment la laïcité politique, la séparation entre le culte et l'État, et la philosophie en Flandre, où il y a quand même une majorité culturelle catholique, et où notre communauté, donc de Vrazin et humanisme de Mensnu, s'est plus développée dans le service à la population, l'assistance morale, les cérémonies, on en fait énormément, vraiment se profiler comme un service à la population, mais de façon neutre et non religieuse, ainsi que dans le community building, le gemeenschapsvorming, je ne sais plus comment on dit ça en français, où là j'ai l'impression que le CAL a une expérience un peu plus forte. Alors, je remarque également que les Flamands essayent de renforcer leur activisme politique et que les francophones essayent de renforcer leur assistance morale et leur cérémonie, et ça c'est le rapprochement. Je comprends les laïcs francophones et flamands qui pensent que ces deux philosophies ne sont pas compatibles, mais je pense qu'ils se trompent. Je pense que ces deux philosophies, c'est les deux faces d'une même pièce, dans le sens où elles se renforcent l'une l'autre. Moi, je reste persuadé que dans chaque pays où l'État finance quel que soit le type de religion, ou donne des avantages à la religion, mais que nous devons nous battre pour la reconnaissance de la laïcité. Et donc voilà, c'est un combat que j'aimerais mener. Ce que je voudrais avoir obtenu le jour où je pars en pension, c'est ça. Au moins avoir un laïc en haut de la pyramide des Nations Unies pour pouvoir appliquer cette philosophie de liberté, d'égalité, de fraternité, mais à ce niveau-là, et défendre les droits de mes collègues, de tous ces amis non-croyants, ces frères et ces sœurs à travers le monde. Là, dans le monde arabe, il y a énormément de challenges à relever. En Afrique, on est en train de monter des associations laïques un peu partout, mais il y a des pays où c'est vraiment carrément dangereux de le faire. En Amérique du Sud, c'est en partance, mais on n'est pas loin, sans parler de la Russie, où là, il y a 4 religions reconnues, mais il y en a une qui est vraiment prédominante, et donc ça met aussi en péril les droits des non-croyants, des athées, les libres penseurs là-bas. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de challenges à relever. Je suis vraiment très très heureux de bosser pour cette communauté. Je suis heureux aussi de faire le lien entre les flamands et les francophones. Si n'importe qui a quoi que ce soit comme question, comme suggestion, comme projet à faire avec les flamands, n'hésitez pas à me contacter. Je suis infiniment heureux de faire le boulot que je fais, et donc voilà. Eh bien, merci Yvan, le message est passé. Si vous désirez le joindre, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web calbewe.be. Je réitère mes remerciements à Yvan Deur, évidemment pour sa précieuse aide. Et alors merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés jusqu'ici. À bientôt pour un nouvel épisode de Contre-Plongée.